Chapitre 2. Un maudit fabricant de cuirasses. Quand le maître d'Antioche, Yagysian, fut informé de l'approche des Franges, il redouta un mouvement de sédition de la part des chrétiens de la ville. Il décida donc de les expulser. C'est l'historien arabe, Ibn al-Athir, qui racontera l'événement plus d'un siècle après le début de l'invasion franque, sur la foi des témoignages laissés par les contemporains. Le premier jour, Yagysian ordonna aux musulmans de sortir pour nettoyer les fossés qui entourent la cité. Le lendemain, pour la même corvée, il n'envoya que les chrétiens. Il les fit travailler jusqu'au soir, et quand ils voulurent rentrer, il les en empêcha, en disant « Antioche est à vous, mais vous devez me la laisser jusqu'à ce que j'aie réglé notre problème avec les Franges. » Ils lui demandèrent « Qui protégera nos enfants et nos femmes ?» L'émir répondit « Je m'en occuperai à votre place. » Il protégea effectivement les familles des expulsés, et ne permit pas que l'on touchât à un cheveu de leur tête. En ce mois d'octobre 1097, le vieux Yagysian, serviteur depuis 40 ans des sultans seldjoukides, vit dans la hantise d'une trahison. Il est convaincu que les armées franques, qui sont rassemblées devant Antioche, ne pourront jamais y pénétrer à moins de s'être assurés de complicité à l'intérieur des murs. Car sa ville ne peut être prise d'assaut, encore moins affamée par un blocus. Les soldats dont dispose cet émir turc à la barbe blanchissante ne sont, il est vrai, que 6 ou 7 000, alors que les Franges alignent près de 30 000 combattants. Mais Antioche est une place forte pratiquement imprenable. Son enceinte a 2 farsakhs, 12 000 mètres de longueur, et ne compte pas moins de 360 tours construites sur 3 niveaux différents. La muraille, solidement bâtie, en pierre de taille et en briques sur un blocage en maçonnerie, escalade à l'est le mont Habib al-Najjar et en couronne la crête par une citadelle inexpugnable. À l'ouest, il y a l'Oronte, que les Syriens appellent Alassi, le fleuve rebelle, parce qu'il donne parfois l'impression de couler à contresens de la Méditerranée vers l'intérieur du pays. Son lit longe les murs d'Antioche, constituant un obstacle naturel peu commode à franchir. Au sud, les fortifications surplombent une vallée dont la pente est si raide qu'elle semble un prolongement de la muraille. De ce fait, il est impossible aux assiégeants d'encercler totalement la ville, et les défenseurs n'ont aucun mal à communiquer avec l'extérieur et à se ravitailler. Les réserves alimentaires de la cité sont d'autant plus abondantes que l'enceinte englobe, outre les bâtiments et les jardins, de vastes terrains cultivés. Avant le Fath, la conquête musulmane, Antioche était une métropole romaine de 200 000 habitants. En 1097, elle n'en compte plus que 40 000, et plusieurs quartiers autrefois peuplés ont été convertis en champs et en vergers. Bien qu'elle ait perdu de sa splendeur passée, elle demeure une ville qui impressionne. Tous les voyageurs, viennent-ils même de Bagdad ou de Constantinople, sont éblouis dès le premier regard par le spectacle de cette cité qui s'étend à perte de vue, avec ses minarets, ses églises, ses souks en arcade, ses villas luxueuses incrustées dans les pentes boisées qui montent vers la citadelle. Yagysian n'a aucune inquiétude quant à la solidité de ses fortifications ou la sûreté de son approvisionnement. Mais tous ces moyens de défense risquent de devenir inutiles si, à un point quelconque de l'interminable muraille, les assiégeants parviennent à trouver un complice pour leur ouvrir une porte ou leur faciliter l'accès d'une tour, comme cela s'est déjà produit dans le passé. D'où sa décision d'expulser la plupart de ses administrés chrétiens. À Antioche, comme ailleurs, les chrétiens d'Orient, grecs, arméniens, maronites, jacobites, sont soumis dès l'arrivée des Franges à une double pression, celle de leurs corélégionnaires occidentaux qui les soupçonnent de sympathie envers les Sarrasins et les traitent en sujets de rang inférieur, et celle de leurs compatriotes musulmans qui voient souvent en eux les alliés naturels des envahisseurs. La frontière entre les appartenances religieuses et nationales est en effet pratiquement inexistante. Le même vocable « roum » désigne byzantins et syriens de rite grec, qui se disent d'ailleurs toujours sujets du basileus. Le mot arménien se rapporte à la fois à une église et à un peuple, et quand un musulman parle de la nation, al-Oumma, c'est de la communauté des croyants qu'il s'agit. Dans l'esprit de Yagysian,
l'expulsion des chrétiens est moins acte de discrimination religieuse que mesure frappant en temps de guerre les ressortissants d'une puissance ennemie, Constantinople, à laquelle Antioche a longtemps appartenu et qui n'a jamais renoncé à la reprendre. De toutes les grandes villes de l'Asie arabe, Antioche a été la dernière à tomber sous la domination des Turcs seldjoukides. En 1084, elle dépendait encore de Constantinople. Et lorsque les chevaliers francs viennent l'assiéger 13 ans plus tard, Yaghisian est naturellement convaincu qu'il s'agit d'une tentative de restauration de l'autorité des Roums avec la complicité de la population locale, en majorité chrétienne. Face à ce danger, l'émir ne s'embarrasse d'aucun scrupule. Il expulse donc les Nassaras, les adeptes du Nazaréen, ainsi qu'on appelle les chrétiens. Puis il prend en main le rationnement du blé, de l'huile et du miel, et inspecte quotidiennement les fortifications, punissant sévèrement toute négligence. Cela suffira-t-il? Rien n'est moins certain. Mais les mesures prises devraient permettre de tenir en attendant l'arrivée de renforts. Quand ceux-ci viendront-ils? Qui vit à Antioche se pose cette question avec insistance, et Yaghisian n'est pas plus à même d'y répondre que l'homme de la rue. Dès l'été, alors que les Franges étaient encore loin, il a dépêché son fils auprès des dirigeants musulmans de Syrie pour les prévenir du danger qui guettait sa cité. À Damas, nous apprend Ibn al-Qalanisi, le fils de Yaghisian a parlé de guerre sainte. Mais dans la Syrie du XIe siècle, le djihad n'est qu'un slogan que brandissent les princes en difficulté. Pour qu'un émir accepte de secourir l'autre, il faut qu'il y trouve quelque intérêt personnel. Alors, seulement, il conçoit d'invoquer à son tour les grands principes. Or, en cet automne 1097, aucun dirigeant, à part Yaghisian lui-même, ne se sent directement menacé par l'invasion franque. Si les mercenaires de l'empereur veulent récupérer Antioche, il n'y a là rien que de normal puisque cette ville a toujours été byzantine. De toute façon, pense-t-on, les Roums n'iront pas plus loin. Et que Yaghisian soit en difficulté n'est pas forcément un mal pour ses voisins. Depuis 10 ans, il s'est joué d'eux, semant la discorde, avivant les jalousies, renversant les alliances. Maintenant qu'il leur demande d'oublier leur querelle pour venir lui porter secours, doit-il s'étonner de ne pas les voir accourir? En homme réaliste, Yaghisian sait qu'on le fera languir, qu'on l'obligera à mendier les secours, qu'on lui fera payer ses habiletés, ses manigances, ses trahisons. Il imagine cependant qu'on n'ira pas jusqu'à le livrer pieds et poings liés aux mercenaires du Basileus. Après tout, il n'a cherché qu'à survivre dans un guêpier impitoyable. Dans le monde où il évolue, celui des princes seldjoukides, les luttes sanglantes ne s'arrêtent jamais et le maître d'Antioche, comme tous les autres émirs de la région, est forcé de prendre position. S'il se retrouve du côté du perdant, c'est la mort qui l'attend, ou tout au moins la prison et la disgrâce. S'il a la chance de choisir le camp du gagnant, il savoure un temps sa victoire, reçoit en prime quelques belles captives, avant de se retrouver engagé dans un nouveau conflit où il risque sa vie. Pour durer, on doit miser sur le bon cheval et ne pas s'obstiner à jouer constamment le même. Toute erreur est fatale, et rares sont les émirs qui meurent dans leur lit. En Syrie, à l'arrivée des Franges, la vie politique est de fait empoisonnée par la guerre des deux frères, deux étranges personnages qui semblent échapper tout droit de l'imagination d'un conteur populaire. Redouane, roi d'Alep, et son cadet, Doukak, roi de Damas, qui se vouent une haine si tenace que rien, même une menace commune, ne peut leur permettre de songer à se réconcilier. En 1097, Redouane a un peu plus de 20 ans, mais il est déjà entouré d'un halo de mystère et les légendes les plus terrifiantes circulent à son sujet. Petit, maigre, le regard sévère et parfois craintif, il serait tombé, nous dit Ibn al-Qalanisi, sous l'emprise d'un médecin astrologue appartenant à l'ordre des assassins. Une secte qui vient de se créer et qui va jouer un rôle d'importance tout au long de l'occupation franque. On accuse le roi d'Alep, non sans raison, d'utiliser ses fanatiques pour éliminer ses adversaires. Meurtre, impiété, sorcellerie, Redouane provoque la méfiance de tous, mais c'est au sein de sa propre famille qu'il suscite la haine la plus forte.
Lors de son accession au trône, en 1095, il a fait étrangler 2 de ses jeunes frères, de peur qu'ils ne lui disputent un jour le pouvoir. Un 3e n'a eu la vie sauve qu'en s'échappant de la citadelle d'Alep, la nuit même où les puissantes mains des esclaves de Redouane devaient se refermer sur sa gorge. Ce survivant était Dukak, qui vaut depuis à son aîné une haine aveugle. Après sa fuite, il s'est réfugié à Damas, dont la garnison l'a proclamé roi. Ce jeune homme velléitaire, influençable, colérique, à la santé fragile, vit obsédé par l'idée que son frère veut l'assassiner. Pris entre ces 2 princes à demi fous, Yaghisian n'a pas la tâche facile. Son voisin immédiat est Redouane, dont la capitale, Alep, l'une des plus vieilles cités du monde, se trouve à moins de 3 jours d'Antioche. 2 ans avant l'arrivée des Franges, Yaghisian lui a donné sa fille en mariage. Mais il a vite compris que ce gendre convoitait son domaine et, à son tour, il a commencé à craindre pour sa vie. Comme Dukak, la secte des assassins l'obsède. Le danger commun ayant naturellement rapproché les 2 hommes, c'est d'abord vers le roi de Damas que Yaghisian se tourne lorsque les Franges avancent vers Antioche. Mais Dukak hésite. Non pas que les Franges lui fassent peur, assure-t-il, mais il n'a pas envie de conduire son armée dans le voisinage d'Alep, donnant ainsi à son frère l'occasion de le prendre à revers. Yaghisian, qui sait combien il est pénible d'arracher une décision à son allié, a tenu à lui envoyer son fils, Shams el-Dawla, le soleil de l'État, un jeune homme brillant, fougueux, passionné, qui ne lâche jamais prise. Sans répit, Shams fait le siège du palais royal, harcelant Dukak et ses conseillers, se faisant tour à tour flatteur ou menaçant. Néanmoins, ce n'est qu'en décembre 1097, 2 mois après le début de la bataille d'Antioche, que le maître de Damas accepte, à contre-cœur, de prendre avec son armée la direction du nord. Shams l'accompagne. Il sait qu'en 1 semaine de route, Dukak a amplement le temps de changer d'avis. De fait, à mesure qu'il avance, le jeune roi devient nerveux. Le 31 décembre, alors que l'armée de Damas a déjà couvert les 2 tiers du trajet, elle rencontre une troupe franque venue fourrager dans le secteur. En dépit de son net avantage numérique et de la relative aisance avec laquelle il a réussi à encercler l'ennemi, Dukak renonce à donner l'ordre d'attaque. C'est laisser aux Franges un moment désemparé, le temps de reprendre leurs esprits et de se dégager. Quand la journée arrive à sa fin, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais les Damascains ont perdu plus d'hommes que leurs adversaires. Il n'en faut pas davantage pour décourager Dukak, qui, en dépit des supplications désespérées de Shams, ordonne immédiatement à ses hommes de rebrousser chemin. À Antioche, la défection de Dukak provoque la plus grande amertume, mais les défenseurs ne renoncent pas. En ces premiers jours de 1098, le désarroi est curieusement dans le camp des assiégeants. Beaucoup d'espions de Yaghisian ont réussi à s'infiltrer chez l'ennemi. Certains de ces informateurs agissent par haine des Roums, mais la plupart sont des chrétiens de la ville qui espèrent ainsi s'attirer les faveurs de l'émir. Ils ont laissé leur famille à Antioche et cherchent à assurer leur sécurité. Les renseignements qu'ils rapportent sont réconfortants pour la population. Alors que les provisions des assiégés demeurent abondantes, les Franges sont en proie à la famine. On compte déjà parmi eux des centaines de morts, et la plupart des montures ont été abattues. L'expédition qui s'est heurtée à l'armée de Damas avait précisément pour but de trouver quelques moutons, quelques chèvres, et de piller les granges. À la fin, s'ajoutent d'autres calamités qui sapent chaque jour un peu plus le moral des envahisseurs. La pluie tombe sans arrêt, justifiant le surnom trivial de « pisseuse » que les Syriens donnent à Antioche. Le camp des assiégeants baigne dans la boue. Et puis, il y a cette terre qui ne cesse de trembler. Les gens du pays y sont habitués, mais les Franges s'en effraient. On entend monter jusque dans la ville la grande rumeur de leurs prières, lorsqu'ils se réunissent pour invoquer le ciel, croyant être victimes d'une punition divine. On dit que pour calmer la colère du Très-Haut, ils ont décidé de chasser les prostituées de leur camp, de fermer les tavernes et d'interdire les jeux de dés. Les désertions sont nombreuses, même parmi leurs chefs.
De telles nouvelles renforcent bien entendu la combativité des défenseurs, qui multiplient les sorties audacieuses. Comme le dira Ibn al-Athir, Yaghisiyan manifesta un courage, une sagesse et une fermeté admirables. Et l'historien arabe d'ajouter, porté par son enthousiasme, « La plupart des Franges périrent. S'ils étaient restés aussi nombreux qu'à leur arrivée, ils auraient occupé tous les pays d'islam. » Exagération bouffonne, mais qui rend un hommage mérité à l'héroïsme de la garnison d'Antioche qui va supporter seule, durant de longs mois, le poids de l'invasion. Car les secours continuent de se faire attendre. En janvier 1098, ulcéré par la veulerie de Doukak, Yaghisiyan est contraint de se tourner vers Redouane. À nouveau, c'est Shams al-Dawla qui reçoit la pénible mission de présenter ses plus humbles excuses au roi d'Alep, d'écouter sans broncher tous les sarcasmes et de le supplier au nom de l'islam et de ses liens de parenté, de daigner envoyer ses troupes pour sauver Antioche. Shams sait très bien que son royal beau-frère est totalement insensible à ce genre d'arguments et qu'il préférerait se couper la main plutôt que de l'attendre à Yaghisiyan. Mais les événements sont plus contraignants. Les Franges, dont la situation alimentaire est de plus en plus critique, viennent de lancer une razzia sur les terres du roi Seldjoukide, pillant et saccageant les environs même d'Alep, et Redouane, pour la première fois, sent la menace qui pèse sur son propre domaine. Plus pour se défendre que pour aider Antioche, il décide donc d'envoyer son armée contre les Franges. Shams triomphe. Il fait parvenir à son père un message lui indiquant la date de l'offensive à l'Épine et lui demandant d'opérer une sortie en masse pour prendre les assiégeants en tenaille. À Antioche, l'intervention de Redouane est tellement inattendue qu'elle apparaît comme un cadeau du ciel. Est-ce le tournant décisif de cette bataille qui dure depuis plus de 100 jours? Le 9 février 1098, en début d'après-midi, les guetteurs postés dans la citadelle signalent l'approche de l'armée d'Alep. Elle compte plusieurs milliers de cavaliers, alors que les Franges ne peuvent en aligner que 7 ou 800, tant la famine a fait de ravages parmi leurs montures. Les assiégés qui se tiennent sur le qui-vive depuis plusieurs jours voudraient que le combat s'engage sur le champ. Mais les troupes de Redouane, s'étant arrêtées et ayant commencé à dresser les tentes, l'ordre de bataille est repoussé au lendemain. Les préparatifs se poursuivent tout au long de la nuit. Chaque soldat sait maintenant avec précision où et quand il doit agir. Yaghisiyan a confiance en ses hommes qui, il en est sûr, exécuteront leur part du contrat. Ce que tout le monde ignore, c'est que la bataille est déjà perdue avant même qu'elle ne soit engagée. Terrorisé par ce qu'on raconte sur les qualités guerrières des Franges, Redouane n'ose plus profiter de sa supériorité numérique. Au lieu de déployer ses troupes, il ne cherche qu'à les protéger. Et pour éviter tout risque d'encerclement, il les cantonne toute la nuit dans une étroite bande de terre enserrée entre l'Oronte et le lac d'Antioche. Lorsque les Franges attaquent à l'aube, les Alepins sont comme paralysés. En raison de l'exiguïté du terrain, tout mouvement leur est interdit. Les montures se cabrent, et ceux qui tombent sont piétinés par leurs frères avant qu'ils ne puissent se relever. Bien entendu, il n'est plus question d'appliquer les tactiques traditionnelles et de lancer contre l'ennemi des vagues successives de cavaliers archers. Les hommes de Redouane sont acculés à un corps à corps où les chevaliers, bardés d'armure, acquièrent sans difficulté un avantage écrasant. C'est un véritable carnage. Le roi et son armée, poursuivis par les Franges, ne songent plus qu'à s'enfuir dans un désordre indescriptible. Sous les murs d'Antioche, la bataille se déroule différemment. Dès les premières lueurs du jour, les défenseurs ont opéré une sortie massive qui a contraint les assiégeants à reculer. Les combats se montrent acharnés et les soldats de Yaghisiyan sont en excellente position. Un peu avant midi, ils ont commencé à investir le campement des Franges lorsque parviennent les nouvelles de la débâcle des Alepins. La mort dans l'âme, l'émir ordonne alors à ses hommes de réintégrer la cité. Leur repli est à peine achevé que les chevaliers qui ont écrasé Redouane reviennent, chargés de macabres trophées. Les habitants d'Antioche entendent bientôt d'immenses éclats de rire, quelques sifflements sourds, avant de voir atterrir, projetés par des catapultes,
les têtes affreusement mutilées des Alépins. Un silence de mort s'est emparé de la ville. Yaghisian a beau distribuer autour de lui quelques phrases d'encouragement. Il sent pour la première fois que l'étau se resserre autour de sa cité. Après la débâcle des deux frères ennemis, il n'a plus rien à attendre des princes de Syrie. Un seul recours lui reste. Le gouverneur de Mossoul, le puissant émir Karbouka, qui a le désavantage de se trouver à plus de 2 semaines de marche d'Antioche. Mossoul, patrie de l'historien Ibn al-Athir, est la capitale de la Gézira, la Mésopotamie, cette plaine fertile arrosée par les 2 grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. C'est un centre politique, culturel et économique de première importance. Les Arabes vantent ses fruits succulents, ses pommes, ses poires, ses raisins et ses grenades. Le monde entier associe le nom de Mossoul au tissu fin qu'elle exporte, la mousseline. À l'arrivée des Franges, on exploite déjà sur les terres de l'émir Karbouka une autre richesse que le voyageur Ibn Jobaïr décrira avec émerveillement quelques dizaines d'années plus tard. Les sources de naphte. Le précieux liquide brun, qui fera un jour la fortune de cette partie du monde, s'offre déjà aux yeux des passants. Nous traversons une localité appelée Al-Khayyara, la bitumière, proche du Tigre. À droite du chemin qui mène à Mossoul, il y a une dépression de terre, noire comme si elle était sous un nuage. Dieu y fait jaillir des sources, grandes et petites, qui donnent du bitume. Parfois, l'une d'elles en projette des morceaux, comme en un bouillonnement. On construit des bassins dans lesquels on le récolte. Autour de ces sources, il y a un étang noir à la surface duquel surnage une mousse noire légère qu'il rejette sur les bords et qui s'y coagule en bitume. Ce produit a l'apparence d'une boue très visqueuse, lisse, brillante, dégageant une odeur forte. Nous avons pu ainsi observer de nos propres yeux une merveille dont nous avions entendu parler et dont la description nous avait paru fort extraordinaire. Non loin de là, sur les bords du Tigre, il y a une autre grande source dont nous apercevons de loin la fumée. On nous dit qu'on y met le feu quand on veut en tirer le bitume. La flamme en consume les éléments liquides. On coupe alors le bitume en morceaux et on le transporte. Il est connu dans tous ces pays jusqu'en Syrie, à Acre et dans toutes les régions côtières. Allah crée ce qu'il veut, qu'il soit loué. Les habitants de Mossoul attribuent au liquide brun des vertus curatives et ils viennent s'y plonger quand ils sont malades. Le bitume, produit à partir du pétrole, sert aussi dans le bâtiment pour cimenter les briques. Grâce à son étanchéité, on l'utilise pour badigeonner les murs des hammams, où il prend l'aspect d'un marbre noir poli. Mais comme on le verra, c'est dans le domaine militaire que le pétrole est le plus couramment employé. Indépendamment de ses ressources prometteuses, Mossoul joue au début de l'invasion franque un rôle stratégique essentiel, et ses gouverneurs ayant acquis un droit de regard sur les affaires de Syrie, l'ambitieux Karbouka a l'intention de l'exercer. Pour lui, cet appel à l'aide de Yaghisian est l'occasion rêvée d'étendre son influence. Sans hésiter, il promet de lever une grande armée. Désormais, Antioche ne vit plus que dans l'attente de Karbouka. Cet homme providentiel est un ancien esclave, ce qui pour les émirs turcs n'a rien de dégradant. Les princes seldjoukides ont en effet pris l'habitude de désigner leurs esclaves les plus fidèles et les plus doués à des postes de responsabilité. Les chefs de l'armée, les gouverneurs des villes sont souvent des esclaves, des mamelouks, et leur autorité est telle qu'ils n'ont pas même besoin d'être officiellement affranchis. Avant que ne s'achève l'occupation franque, tout l'Orient musulman sera dirigé par des sultans mamelouks. En 1098 déjà, les hommes les plus influents de Damas, du Caire et de plusieurs autres métropoles sont esclaves ou fils d'esclaves. Karbouka est l'un des plus puissants. Cet officier autoritaire, à la barbe grisonnante, porte le titre turc d'Atabek, littéralement père du prince. Dans l'empire seldjoukide, les membres de la famille régnante connaissent une mortalité abondante.
combats, meurtres, exécutions, et ils laissent souvent des héritiers mineurs. Afin de préserver les intérêts de ces derniers, on leur désigne un tuteur qui, pour parfaire son rôle de père adoptif, épouse généralement la mère de son pupille. Ces atabeks deviennent en toute logique les véritables détenteurs du pouvoir qu'ils transmettent souvent à leur propre fils. Le prince légitime n'est plus alors qu'une marionnette entre leurs mains, parfois même un otage. Mais on respecte scrupuleusement les apparences. Ainsi, les armées sont-elles commandées officiellement par des enfants de 3 ou 4 ans qui ont délégué leur pouvoir à leur atabek. C'est précisément à ce spectacle insolite qu'on assiste au dernier jour d'avril 1098, quand près de 30 000 hommes se rassemblent à la sortie de Mossoul. Le firman officiel y annonce que les vaillants combattants vont accomplir le djihad contre les infidèles sous les ordres d'un obscur rejeton seldjoukide qui, du fond de ses langes, a confié le commandement de l'armée à l'atabek Karbouka. Selon l'historien Ibn al-Athir, qui passera sa vie au service des atabeks de Mossoul, les Franges furent saisis de frayeur en entendant que l'armée de Karbouka se dirigeait vers Antioche car ils étaient très affaiblis et leurs provisions étaient rares. Les défenseurs, en revanche, reprennent espoir. Une fois de plus, ils s'apprêtent à opérer une sortie dès que les troupes musulmanes se seront approchées. Avec la même ténacité, Yaghisian, efficacement secondé par son fils Shams ad-Dawla, vérifie les réserves de blé, inspecte les fortifications et encourage ses troupes en leur promettant la fin prochaine du siège, avec la permission de Dieu. Mais l'assurance qu'il affiche en public n'est que façade. Depuis quelques semaines, la situation s'est sensiblement dégradée. Le blocus de la cité est devenu beaucoup plus rigoureux, le ravitaillement plus difficile et circonstances plus préoccupantes encore. Les renseignements sur le camp ennemi se font rares. Les Franges, qui se sont apparemment rendus compte que tout ce qu'ils disaient ou faisaient était rapporté à Yaghisian, ont décidé de sévir. Les agents de l'émir les ont vus tuer un homme, le rôtir sur une broche et manger sa chair en criant tout haut que tout espion qui serait pris subirait le même sort. Terrorisés, les informateurs se sont enfuis et Yaghisian ne sait plus grand-chose des assiégeants. En militaire avisé, il juge la situation extrêmement inquiétante. Ce qui le rassure, c'est de savoir que Karbouka est en route. Vers la mi-mai, il devrait être là, avec ses dizaines de milliers de combattants. À Antioche, tout le monde guette cet instant. Chaque jour, des rumeurs circulent, propagées par des citadins qui prennent leur souhait pour la réalité. On chuchote, on court vers les remparts, les vieilles femmes interrogent maternellement quelques soldats imberbes. La réponse est toujours la même. Non, les troupes de secours ne sont pas en vue. Mais elles ne sauraient tarder.